Bonjour à tous. Suite à la vidéo de l'autre jour, j'ai voulu un petit peu détailler mon propos. J'ai donc écrit un texte qui fait 6 pages et que je vais vous lire pour que vous puissiez avoir un petit peu plus les détails. Pour comprendre d'où vient Macron, il faut comprendre la toile d'araignée des réseaux atlantistes, ainsi que ses racines eugénistes et impérialistes. Ces réseaux atlantistes sont ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial. C'est un puzzle complexe que nous nous attelons à reconstituer depuis de nombreuses années. Je n'aurai pas le temps de l'exposer en intégralité ici aujourd'hui. Si vous êtes intéressé, je vous conseille de regarder l'épisode 2, 5 et 6 du Grand Jury, les documentaires Big Oil, les documentaires sur Bill Gates, ainsi que le documentaire Monopole, disponible sur ma chaîne Odyssée. Pour simplifier, les familles ou individus les plus riches des États-Unis, tels que les Rockefeller, qui ont fait fortune dans le pétrole en premier lieu, la famille Harriman, dans les chemins de fer et le secteur bancaire, la famille Ford, dans l'industrie automobile, ou encore Carnegie, qui a dirigé l'expansion de l'industrie sidérurgique américaine, ont tous profité d'un capitalisme sauvage pour construire une puissance financière et donc une influence colossale. Ils ne comptaient pas s'arrêter là. Profondément globalistes, impérialistes ou bien mondialistes, trois mots voulant finalement dire la même chose, ils ont tous confirmé maintes fois cette appartenance idéologique. Le gouvernement mondial est un objectif commun et assumé de cette élite capitaliste, ce sujet étant au cœur de leurs rencontres et de leurs réflexions depuis plusieurs générations. Bush, Sarkozy, Biden, Hollande, Attali, Kissinger, ils sont tellement nombreux que la liste serait trop longue. Ils emploient tous ce terme sans complexe. Ils ont tout fait pour mettre en place, brique après brique, leurs idées, à travers une architecture complexe et difficilement visible ou compréhensible pour le peuple, qui, entre autres, y est soumis sans vraiment s'en rendre compte. C'est à travers des fondations soi-disant philanthropiques, des think tanks, le financement de bourses et d'universités, les ONG et l'humanitaire que cette conquête idéologique s'est opérée. Petit extrait de la page Wikipédia du Nouvel Ordre mondial. Ces théories du complot dénoncent un projet de domination planétaire à travers des institutions prétendument démocratiques, des institutions non gouvernementales ou bien des régimes totalitaires. Les événements du monde seraient ainsi orchestrés par un groupe d'individus agissant dans l'ombre, porteurs d'un projet totalitaire de longue date. Les groupes désignés, comme les conspirateurs, varient considérablement selon les versions. Des groupes réels, sociétés secrètes ou du monde des affaires sont désignés comme étant le cerveau derrière ce vaste projet secret de contrôle du monde. Les organisations et fondations élitistes internationales telles que le Council on Foreign Relations, la Commission trilatérale, le groupe Bilderberg, le Club de Rome, la Fondation Ditchley, ou bien des groupes fermés comme les francs-maçons, le Skull and Bones, le Bohemian Club, Ordre Templariensis, etc. Voici quelques exemples du nouvel ordre mondial dans la bouche de nos élites. Jacques Attali, dans Arrêt sur image, à côté de Mélenchon. Il faut viser le gouvernement mondial comme une stratégie. Et d'ailleurs, quand les gouvernements parlent du G20, c'est une illusion, une sorte de retard avant le gouvernement mondial. On va vers ça. Est-ce qu'on ira à la place de la guerre ou après la guerre? Je ne sais pas. Joe Biden. Je crois que nous, et surtout vous, votre classe, je précise l'élite, avons une opportunité incroyable pour diriger et mettre en place un nouvel ordre mondial pour le XXIe siècle, dans l'intérêt de l'Amérique et notre intérêt commun. David Rockefeller. Nous sommes à la veille d'une transformation globale. Tout ce dont nous avons besoin est la bonne crise majeure, et les nations vont accepter le nouvel ordre mondial. Quelque chose doit remplacer les gouvernements, et le pouvoir privé me semble l'entité adéquate pour le faire. Newsweek, le 1er février 1999. Je vais maintenant citer Benito Mussolini. Le fascisme devrait plutôt être appelé corporatisme, puisqu'il s'agit en fait de l'intégration des pouvoirs de l'État et des pouvoirs du marché. Petit bond dans le présent. Cela ne vous met pas la puce à l'oreille? Constatez-vous le rapport entre la citation de David Rockefeller et celle de Benito Mussolini?
Nous pouvons constater comment le secteur privé s'est ingéré dans l'État, supposé démocratique dans lequel nous vivons. Tout cela est justifié par le libéralisme, ainsi que l'offre et la demande, leur sacro-saint credo. Cela va favoriser la concurrence, donc l'innovation, donc un marché sain et fonctionnel. Ils ont raison, on le constate depuis des années. Voici une liste des entreprises françaises privatisées. Total, TF1, la BNP, la Société Générale, Paribas ou encore Air France, en cours de privatisation ou partiellement privatisées. La Poste, Renault, Thales, Orange, EDF, la RATP, etc. Les politiques de confinement et de fermeture des commerces n'ont fait qu'accentuer la récupération des entreprises par les grands groupes et les fonds d'investissement, tels que BlackRock ou Vanguard. Vous, avec votre petit magasin, n'aviez pas le droit de rester ouvert. Les grandes surfaces, si. Aux États-Unis, il a même été délivré un permis spécial à Amazon pour continuer à travailler. Les bureaux et entrepôts d'Amazon sont-ils moins à risque? Ou vous commencez à envisager l'idée que cela n'a rien à voir avec la santé? Je n'aborde même pas la question de McKinsey, l'un des 3 plus grands cabinets de conseil dans le monde, avec Bain & Company et le Boston Consulting Group, dénommés les Big Three, littéralement les 3 gros. L'autre penchant idéologique des impérialistes, ou globalistes, c'est d'être eugéniste. Je vous donne l'introduction de la page Wikipédia sur l'eugénisme. L'eugénisme peut être désigné comme l'ensemble des méthodes et pratiques visant à sélectionner les individus d'une population en se basant sur leur patrimoine génétique et à éliminer les individus n'entrant pas dans un cadre de sélection prédéfini. Il peut être le fruit d'une politique délibérément menée par un État. Il peut aussi être le résultat collectif d'une somme de décisions individuelles convergentes prises par les futurs parents dans une société où primerait la recherche de l'enfant parfait, ou du moins indemne de nombreuses affections graves. Le terme eugenics a été employé pour la première fois en 1883 par le scientifique britannique Francis Galton. Les travaux de celui-ci participèrent à la constitution et à la diffusion de la mouvance eugéniste. Mené par des scientifiques et des médecins, le mouvement de promotion de l'eugénisme qui se met en place au tournant du XXe siècle milite en faveur de politiques volontaristes d'éradication des caractères jugés handicapants ou dans le but de favoriser des caractères jugés bénéfiques. Son influence sur la législation s'est traduite principalement dans 3 domaines. La mise en place de programmes de stérilisation contrainte, là où la culture dominante le permettait, un durcissement de l'encadrement juridique du mariage et des mesures de restriction ou promotion de tel ou tel type d'immigration. Sans transition, à la fin de l'introduction de Wikipédia, le 14 juillet 1933, le régime nazi adopte une loi visant à éradiquer les maladies héréditaires par l'euthanasie d'enfants handicapés. L'Eugenics Record Office, ou ERO, littéralement Bureau des archives eugéniques, situé à New York, était un institut de recherche qui recueillait des informations biologiques et sociales sur la population américaine, servant de centre de recherche sur l'eugénisme et l'hérédité humaine de 1910 à 1939. Il a été créé par la Carnegie Institution of Washington, puis administré par son département de génétique. Son fondateur, Charles Benedict Davenport, et son directeur, Harry Laughlin, pour un gouvernement mondial, ont tous deux apporté une contribution majeure au domaine de l'eugénisme aux États-Unis. Sa mission consistait à recueillir des informations substantielles sur l'ascendance de la population américaine, à produire une propagande destinée à alimenter le mouvement eugéniste et à promouvoir l'idée de l'amélioration de la race. Les principaux financeurs de l'ERO sont la Fondation Rockefeller, la Fondation Carnegie, ainsi que Mary Harriman, veuve du baron Harriman et mère d'Avril Harriman. On peut également citer Margaret Sanger, fondatrice de ce qui deviendra Planned Parenthood, ou le planning familial, aujourd'hui financée en partie par la Fondation Buffett, la Fondation Ford, ou encore la Fondation Bill et Melinda Gates. Le père de Bill Gates siégeait d'ailleurs au conseil d'administration de Planned Parenthood. Je cite Margaret Sanger. La campagne pour le contrôle des naissances n'a pas seulement une valeur eugénique, mais est pratiquement identique aux objectifs finaux de l'eugénisme. Octobre 1921.
la chose la plus miséricordieuse qu'une famille nombreuse puisse faire à l'un de ses enfants est de le tuer. Les facteurs qui sont à l'origine du terrible taux de mortalité infantile et qui augmentent le taux de mortalité des enfants âgés de 1 à 5 ans ont pour effet d'abaisser encore plus le taux de santé des membres survivants. De plus, les maisons surpeuplées des familles nombreuses élevées dans la pauvreté contribuent encore à cette situation. Le manque de soins médicaux est encore un autre facteur. De sorte que l'enfant, qui doit lutter pour sa santé, en concurrence avec les autres membres d'une famille très unie, a encore de grandes difficultés à surmonter après que sa mauvaise constitution et sa malnutrition aient été prises en compte. 1922. Pour Margaret, il ne s'agit pas de réfléchir au système en place, qui lui permet à elle, ainsi qu'à ceux qui la financent, de manger à leur faim et d'avoir des conditions de vie dignes. Il s'agit tout simplement de tuer ce qu'elle estime être en trop. Ce programme n'a malheureusement toujours pas changé. Planned Parenthood, qui pourrait avoir sa légitimité dans une société réellement démocratique, est sous sa forme originelle, clairement un outil de diffusion de l'eugénisme. Margaret Sanger était par ailleurs la maîtresse d'H.G. Wells, fameux auteur de science-fiction, qui, à ses heures perdues, écrivit des prophéties, comme Le Nouvel Ordre Mondial ou La Conspiration ouverte. Ouvrage très enrichissant que je recommande. H.G. Wells, membre de la Société Fabienne, a également coécrit avec Bernard Shaw, membre de la Société Fabienne, Aldous Huxley et David Herbert Lawrence, The Sexual Revolution in Modern English Literature. Tous trois sont des eugénistes assumés. Je vais citer Bernard Shaw. Mais il y a un nombre extraordinaire de personnes que je veux tuer. Non pas dans un esprit méchant ou personnel, mais il doit être évident pour vous tous. Vous devez tous connaître une demi-douzaine de personnes, au moins, qui ne sont d'aucune utilité dans ce monde, qui sont plus d'ennuis qu'ils n'en valent. Et je pense que ce serait une bonne chose d'obliger tout le monde à se présenter devant un conseil dûment nommé, tout comme il pourrait se présenter devant le commissaire aux impôts, et, disons, tous les 5 ans, ou tous les 7 ans, de le mettre là, et de dire « Monsieur ou Madame, voulez-vous bien justifier votre existence ?» L'un des organes importants de cette toile d'araignée mondiale est le Council on Foreign Relations, ou CFR, fondé en 1921, qui a accueilli par exemple Nelson Rockefeller, de 1944 à 1945 et de 1973 à 1977, John Foster Dulles, de 1951 à 1959, frère d'Allen Dulles, en lien avec les nazis, directeur de la CIA, a lancé le projet MKUltra, Avril Harriman, de 1963 à 1969, le colonel House, l'un des fondateurs, influencé par Harry Laughlin, cité plus haut. Ça fait tourner la tête au début, mais en fait ce sont toujours les mêmes. Encore une fois, Wikipédia. Le CFR est un groupe de réflexion américain spécialisé dans la politique étrangère et les relations internationales des États-Unis. Fondé en 1921, c'est une organisation à but non lucratif, indépendante et non partisane. Il s'enveloppe toujours du voile de l'universalisme. Ses membres, qui sont au nombre de 5103, comprennent des politiciens de haut rang, de nombreux secrétaires d'État, des directeurs de la CIA, des banquiers, des avocats, des professeurs et des personnalités des médias pour discuter des questions internationales. Le CFR publie la revue bimestrielle Foreign Affairs depuis 1922. Il gère également le programme d'études David Rockefeller, qui influence la politique étrangère en formulant des recommandations à l'administration présidentielle et à la communauté diplomatique, en témoignant devant le Congrès, en interagissant avec les médias et en publiant sur les questions de politique étrangère. Et c'est une théorie du complot ? Le CFR comporte de nombreuses succursales dans le monde, Chatham House en Angleterre ou encore l'Atlantic Brücke en Allemagne. En France, c'est l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, fondé par Thierry de Montbrial, inspecteur général de la Banque de France, membre du conseil consultatif auprès du secrétaire général de l'OMC à Genève de 2003 à 2005, ainsi que membre du comité directeur du groupe Bilderberg de 1976 à 2011. Membre du club Le Siècle, apparenté à la synarchie. Je vous laisserai chercher. Rien que ça. Par l'intermédiaire de l'IFRI, en 2008 à Évian,
il lance la World Policy Conference, qui est la première tentative d'une réflexion pour l'organisation d'une gouvernance mondiale, adaptée aux réalités du XXIe siècle, associant décideurs, experts et leaders d'opinion au plus haut niveau. Elle est décrite ainsi. Sa réunion annuelle s'articule autour de débats qui rassemblent des dirigeants politiques et économiques, des diplomates, des représentants de la société civile, des experts et des journalistes du monde entier. Dans un climat de confiance et un esprit de tolérance, il s'agit de réfléchir, de débattre et de proposer des solutions constructives aux grands enjeux régionaux et internationaux. Tout cela a l'air merveilleux, comme d'habitude, la tolérance, la confiance, avec des grands experts et des diplomates. Mais cela n'a encore une fois rien de démocratique. Parmi les invités, nous pouvons citer Jean-Marc Ayrault, alors ministre des Affaires étrangères, Robert Badinter, ancien ministre de la Justice, Bertrand Bradet, alors directeur général de la Banque mondiale, Richard Haass, président du CFR, Nicolas Sarkozy, alors président de la République, et, évidemment, Emmanuel Macron, qui a soufflé aux participants que l'ouverture du Maroc sur le monde, notamment l'Afrique, se renforce chaque année. Il a par ailleurs appelé à entamer des réflexions sur les moyens en mesure de conserver une gouvernance mondiale raisonnablement ouverte, capable d'absorber les chocs, tout en facilitant les changements désirables. Petite parenthèse, en cherchant World Policy Conference et Emmanuel Macron sur Internet, je suis tombée sur un article concernant Macron, sur le site même de la World Policy Conference. D'où vient l'article ? De Project Syndicate, un média international financé par George Soros et Bill Gates, qui dispose d'un réseau de 506 médias dans 156 pays. En avez-vous entendu parler ? Petit extrait. Dans cette optique, Macron est à la tête du mouvement pro-mondialisation et pro-européen, tandis que les partis de l'opposition, qu'ils soient de droite ou de gauche, sont hostiles à une politique d'ouverture économique. Et en fait, l'extrême droite et l'extrême gauche ont des positions économiques similaires. Traduction, Macron est pour toujours plus de libéralisme, toujours plus de start-up, toujours plus d'ubérisation de la société, toujours plus de globalisation, donc d'impérialisme, ce qui met la majorité de la population dans la précarité. Autre extrait. En bref, pour être largement populaire, un positionnement pro-mondialisation nécessite un nouveau contrat social, soutenu par des actions et des moyens financiers publics. Faute de quoi, il sera difficile de résister au chant des sirènes du néo-nationalisme. Traduction. Il faut toujours plus de mondialisation. Si ça ne marche pas, c'est parce qu'il n'y en a pas encore assez. Vous n'avez vraiment pas d'autre choix que de l'accepter et vous allez le financer. Fin de la parenthèse. Mais revenons à Thierry de Montbrial et au groupe Bilderberg. Nous n'avons plus besoin de le présenter ou succinctement. C'est en gros la même chose que le CFR. Il réunit des personnalités telles que Henri de Castries, président d'AXA et président actuel de Bilderberg, Fleur Pellerin, secrétaire d'État et ministre de la Culture, François Baroin, Xavier Niel, etc. Pour l'anecdote, 4 des 12 fondateurs du Bilderberg étaient membres de la Synarchie. On peut encore constater que les gueux ne sont pas invités à discuter de ce qui les concerne directement. Trop stupides pour comprendre comment gérer leur vie, sûrement. Macron a participé à la réunion du groupe Bilderberg du 31 mai au 1er juin 2014. Pour connecter directement le CFR, Thierry de Montbrial et Emmanuel Macron, il suffit de connaître la French American Foundation. Fondée entre autres par Montbrial, je vais encore une fois vous lire comment elle est présentée sur Wikipédia. Fondée en 1976, elle se donne pour objectif d'encourager un dialogue actif entre les États-Unis et la France. L'une de ses activités principales est l'organisation de séminaires pour des jeunes dirigeants, Young Leaders, français et américains, issus de la politique, de la finance ou de la presse, à fort potentiel de leadership et appelés à jouer un rôle important dans leur pays et dans les relations franco-américaines. Ces séminaires sont un des instruments du soft power américain. Encore une fois, c'est assez clair, ces séminaires sont un instrument du soft power américain. C'est écrit noir sur blanc. Et nous avons eu un petit aperçu des idées des Américains plus haut. Voici une petite liste des Young Leaders de la French American Foundation. Henri de Castries, François Hollande, Alain Juppé, Pierre Kosciusko-Morizet, le frère de Nathalie, François Léotard, Laurent Wauquiez, Cédric Villani, Najat Vallaud-Belkacem, Marisol Touraine,
Édouard Philippe, Valérie Pécresse et bien entendu Emmanuel Macron. Maintenant, le moment que vous attendiez tous, le lien avec le Forum économique mondial. Encore une fois, Wikipédia. Le Forum économique mondial, ou FEM, en anglais World Economic Forum, abrégé WEF, souvent appelé Forum de Davos, est une fondation à but non lucratif et une organisation de lobbying, dont le siège est à Genève. Le Forum est connu pour sa réunion annuelle à Davos, en Suisse, qui réunit des membres payants, des dirigeants d'entreprises, des responsables politiques du monde entier, ainsi que des intellectuels et des journalistes, afin de débattre des problèmes les plus urgents de la planète, y compris dans les domaines de la santé et de l'environnement. Il est controversé en raison de la dimension non démocratique de son approche. Fondé en 1971 par Klaus Schwab, il est à l'image de tout ce que nous avons vu plus haut, et le gouvernement fédéral suisse le subventionne. Mais la Suisse a l'habitude de financer la mise en esclavage de son peuple, comme elle le fait en officialisant le siège de Gavi, par exemple, le funeste programme de vaccination de Bill Gates. Ils sont également exonérés de certains impôts. Gavi, qui a fait des paiements à l'hôpital de la Charité de Berlin entre 2018 et 2020 pour un total de 885 550 $, la Charité, où se trouve Christian Drosten, celui à qui l'on doit le test PCR Covid. Mais je m'égare. Klaus Schwab est littéralement un fou furieux. Il suffit de plonger dans ses livres The Great Reset, soit la grande réinitialisation, ou la 4e révolution industrielle, ou de l'écouter parler pour s'en apercevoir. Il prône la fusion de l'homme et de la machine, l'Internet des corps, des cyborgs, la surveillance de masse, etc. Quelques citations. Les technologies de la 4e révolution industrielle ne se contenteront pas de faire partie du monde physique qui nous entoure. Elles feront partie de nous. En effet, certains d'entre nous ont déjà l'impression que leurs smartphones sont devenus une extension de leur personne. Les dispositifs externes d'aujourd'hui, des ordinateurs portables aux casques de réalité virtuelle, deviendront presque certainement implantables dans nos corps et nos cerveaux. Les exosquelettes et les prothèses augmenteront notre puissance physique, tandis que les progrès de la neurotechnologie amélioreront nos capacités cognitives. Nous serons mieux à même de manipuler nos propres gènes et ceux de nos enfants. Ces évolutions soulèvent de profondes questions. Où se situe la limite entre l'homme et la machine? Qu'est-ce que cela signifie d'être humain? Les outils de la 4e révolution industrielle permettent de nouvelles formes de surveillance et d'autres moyens de contrôle qui vont à l'encontre des sociétés saines et ouvertes. Attention au terme société ouverte, c'est un faux ami. Le fait qu'il soit désormais beaucoup plus facile de manipuler avec précision le génome humain au sein d'embryons viables signifie que nous sommes susceptibles d'assister à l'avenir à l'avènement de bébés sur mesure qui possèdent des traits particuliers ou qui sont résistants à une maladie spécifique. Et la dernière, en un mot, la gouvernance mondiale est au cœur de toutes ces autres questions. Un petit mot de Schwab sur le Covid. L'une des pandémies les moins meurtrières que le monde ait connues au cours des 2000 dernières années. Les conséquences du Covid-19 en termes de santé et de mortalité seront légères par rapport aux pandémies précédentes. Elle ne constitue pas une menace existentielle, ni un choc qui laissera son empreinte sur la population mondiale pendant des décennies. Pourtant, il justifie presque l'intégralité des bouleversements de la société par les impacts du Covid. Dernière citation. Le bouleversement sociétal déclenché par le Covid-19 durera des années, voire des générations. Beaucoup d'entre nous se demandent quand les choses reviendront à la normale. La réponse courte est « jamais ». D'où vient donc le bouleversement sociétal? Du Covid ou de lui et de sa clique d'amis global eugénistes? Il est à noter également que Yuval Harari, le professeur d'histoire israélien et auteur de Sapiens et de Homo Deus, est la caution intellectuelle principale de Klaus Schwab. Il est souvent présent au WEF. Deux citations. Nous ne nous contentons pas de surveiller les gens, nous devons surveiller ce qui se passe sous leur peau. Les humains sont maintenant des animaux piratables. Le libre arbitre, c'est terminé. Je ne m'étalerai pas outre mesure à son sujet, mais je voulais finir sur le programme de Young Global Leaders du Forum économique mondial. En 2017, Klaus Schwab se vantait qu'à l'aide de ce programme, il avait infiltré tous les cabinets gouvernementaux du monde.
Une petite liste des Young Global Leaders, dont les deux premiers étaient Angela Merkel et Bill Gates. Jacinda Ardern, première ministre de la Nouvelle-Zélande. Gabriel Attal, Leonardo DiCaprio, Justin Trudeau, Tony Blair, Nicolas Sarkozy, David de Rothschild, Mark Zuckerberg, Pierre Kosciusko-Morizet et bien sûr Emmanuel Macron. Je veux ouvrir ma conclusion sur une citation de Harari qui sied parfaitement à l'état d'esprit des gens dont nous parlons aujourd'hui. L'histoire a commencé quand les humains ont inventé les dieux et se terminera quand les humains deviendront des dieux. Depuis plusieurs siècles, l'Occident, ou du moins ses élites autoproclamées, a opéré un glissement idéologique. Il est passé de la place de créature à la place de créateur. L'homme moderne, façonné à l'image de ce que les réseaux atlantistes ont voulu faire de lui, se croit tout-puissant, capable de dompter la nature et la biologie pour faire des cyborgs. Ils vous vendront que c'est pour votre santé et votre bien-être, mais leur but réel est l'amélioration de la race humaine, afin qu'il n'y ait plus de pauvres ni d'alcooliques. Nous pouvons affirmer, sans prendre de grands risques, que cela révèle d'une profonde haine de soi, une profonde haine de l'humanité qui leur fait voir leurs frères et sœurs humains comme des objets, comme des chiffres, comme des esclaves, plutôt que de les considérer comme des merveilles de la création. Ces gens sont profondément cyniques, et les transitions écologiques, économiques et sociales qu'ils cherchent à nous vendre aujourd'hui n'ont qu'un seul but: asseoir leur domination sur les faibles. Si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes éliminé ou considéré comme un sous-citoyen. Vous serez juste bon à être emmerdé jusqu'à ce que vous cédiez. Les nations souveraines, et donc leurs peuples, représentent un obstacle majeur à leur uniformisation du monde. Et c'est pour cette raison que l'on nous a appris à détester la France, à détester, voire même ne pas connaître son histoire, qu'on nous a expliqué que nos hommes étaient des oppresseurs et nos femmes des soumises, ou bien nos ancêtres des illettrés. Comment, en regardant honnêtement en arrière, pouvons-nous considérer nos ancêtres comme des sauvages incultes? À cause de la propagande. C'est ça qu'incarne Macron aujourd'hui, le mépris ouvert de ce que nous sommes, les Gaulois réfractaires. Oui, nous sommes Gaulois, et oui, nous sommes réfractaires à leur nouvel ordre mondial, à leur lutte contre les peuples, à l'oppression des faibles et à une destruction de l'humanité. Une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Personne n'est rien, Emmanuel Macron, sauf dans votre pensée étriquée de bourgeois eugénistes.